La parole est à Monsieur Gérard Cherpion, rapporteur de la Commission des affaires sociales. Que des femmes, oui. Bien, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, j'allais commettre une grave erreur, mes chers collègues, en Grande-Bretagne et en Allemagne, le temps partiel a permis de préserver l'emploi et de répartir de manière plus forte quand la croissance est revenue. Nous, en France, nous avons fait le choix d'un chômage très important et très bien indemnisé. C'est dans le dialogue avec ceux qui recherchent un emploi que l'on peut améliorer la situation. Cela s'appelle réformer le marché du travail. Ces mots, ce sont les mots du Premier ministre à Londres cette semaine. Qui a dit que les Français ont conscience qu'il faut adapter notre système social, par ailleurs très protecteur, en renforçant les contrôles, en assouplissant les seuils, la législation sur les 35 heures, en autorisant le travail du dimanche? C'est vous, Monsieur le ministre. Je pense qu'il faut de l'intelligence collective et du rassemblement. Chacun a une part de responsabilité, la majorité comme l'opposition. La droite, la gauche, le centre, ce sont des notions qui existent, mais face aux problèmes des Français, ces notions sont un peu dépassées. Ce sont les propos du Premier ministre le 29 septembre dernier. Ces seules déclarations prises parmi tant d'autres montrent un gouvernement ouvert au dialogue et ouvert à l'opposition, notamment sur les sujets du travail et de l'emploi. Aussi, l'opposition prend ses responsabilités en proposant la présente proposition de loi. Je l'ai en effet déposée avec Christian Jacob, président de notre groupe, et 90 de nos collègues. Il est maintenant de la responsabilité de la majorité de prouver sa part d'intelligence collective et de rassemblement, pour reprendre les mots du Premier ministre. Je tiens à l'aborder dès maintenant. Je regrette la prochaine adoption de la motion de procédure qui empêchera un examen complet du texte présent. Le travail, l'emploi et la formation ne sont-ils pas assez importants pour le groupe socialiste pour y consacrer quelques heures de leur temps? Je comprends que certaines mesures contenues dans ce texte soient difficiles à être adoptées par la majorité. Les différences entre la droite et la gauche existent et nous devons les respecter et nous respecter. Mais toutes ces mesures proposées méritent un débat. Pourtant, le débat en commission, malgré sa richesse en lui-même, fut bien pauvre en résultat. Au lieu de proposer des amendements destinés à modifier les éléments qui ne conviendraient pas, la majorité a préféré chercher des excuses pour supprimer un à un les articles de cette loi. Nous avançons vers ce même résultat à cet examen en séance, de façon encore plus abrupte et violente. À l'UNP, nous ne pouvons nous satisfaire de la situation actuelle. Aujourd'hui, plus de 5 millions de personnes connaissent le drame du chômage. La croissance est seulement de 0,4% en 2014. L'apprentissage était en baisse de 8% en 2013 et sera autour de 14% cette année. Ces seuls chiffres montrent qu'un sursaut est nécessaire. Plus encore, il est indispensable. Vous venez, Monsieur le ministre, d'être saisi par les compagnons du devoir qui, faute de crédit, vont être contraints de renoncer à la formation de 1 500 apprentis, dont on sait qu'ils seront tous, à l'issue de leur formation, ou en emploi comme salariés ou créateurs d'entreprises. Mais ce sursaut ne peut être un simple déplacement des curseurs. Nous devons repenser entièrement notre marché et notre législation du travail. Le Code du travail est d'une trop grande complexité. Il contenait 600 articles en 1973, 12 000 aujourd'hui. N'en déplaise à notre collègue Gilbert Collard, que je ne vois pas sur les bancs aujourd'hui, le Code du travail n'est absolument pas lisible, sauf peut-être pour un avocat. Quel chef d'entreprise, quel salarié peut s'y retrouver? Il est non seulement devenu un frein à l'emploi, mais aussi source d'insécurité pour tous les acteurs, salariés comme entrepreneurs. Il faut donc le réformer fortement. Je propose ainsi de confier à une commission composée de partenaires sociaux, de parlementaires, de juristes, d'économistes, de représentants de l'État, d'élaborer un nouveau code pour une adoption rapide au Parlement. Cette solution est garante de dialogue social. Tout comme la lettre de cadrage donnée par le gouvernement aux partenaires sociaux lors d'une négociation interprofessionnelle, je fixe un cadre à cette commission, comme par exemple le relèvement du premier seuil d'entreprise à 100 salariés, la mise en place d'un contrat de travail à droit progressif ou encore l'instauration d'une instance unique de représentation des salariés. Ce cadre n'est pas figé. Si la Commission le considère, par exemple, de baisser le seuil
de 100 à 75, elle peut en faire la proposition. Ce sera ensuite au Parlement de prendre ses responsabilités en validant ou en invalidant, après consultation des partenaires sociaux, loi Larcher, le texte proposé. Si certains députés considèrent ce cadre comme trop restrictif, rien ne les empêche de proposer des modifications par voie d'amendement. Tout comme le Premier ministre, je suis ouvert au dialogue entre majorité et opposition au service des Françaises et des Français. L'augmentation du seuil n'est pas proposée pour casser la représentation des salariés. Elle vise à corriger ces effets néfastes sur l'accroissement de nos entreprises et sur ce point, tout le monde est d'accord. Elle est d'autant moins préjudiciable à la représentation salariale que nous proposons une représentation territoriale des salariés. Les 4 millions de salariés actuellement non représentés, en particulier dans les très petites entreprises, seront ainsi représentés. Cette proposition est une avancée considérable en matière de dialogue social. J'ai cru lire dans Le Monde d'hier des propositions en ce sens de la part du Premier ministre. La deuxième proposition majeure de ce texte, qui est sûrement la plus clivante, est la question du temps de travail. En fonction des différentes méthodes de calcul et des différentes méthodologies, les données relatives aux durées effectives du travail des Français varient grandement. Toutefois, elles montrent toutes que cette durée annuelle est en moyenne inférieure en France que dans les autres pays européens. Le cadre du temps de travail en France est trop rigide. Nous sommes le seul pays au monde où il est interdit de travailler moins de 24 heures et difficilement plus de 35. Je souhaite redonner le pouvoir aux entreprises pour négocier le temps travaillé dans leur entreprise. Toutes les entreprises de France ne peuvent avoir la même durée du travail. Certains secteurs en difficulté se suffiraient de 32 heures, d'autres auraient besoin de 39 heures. C'est à l'intérieur de l'entreprise que la durée doit être négociée. C'est possible actuellement, difficilement. Je propose donc de faciliter le recours à ces accords en prévoyant de les conclure selon la procédure des accords d'intéressement. Cette proposition donne non seulement de la souplesse aux entreprises qui le demandent, mais renforce par la même occasion le dialogue social au sein de l'entreprise. En l'absence de tels accords, et afin de les favoriser, la durée légale du travail sera alors de 39 heures. Cette proposition de loi prévoit un cadre protecteur en la matière. Non seulement l'augmentation de la durée légale se fera avec augmentation du pouvoir d'achat, c'est-à-dire 39 heures travaillées, 39 heures payées, mais surtout elle ne pourra être raison de diminution du salaire. En effet, certains salariés travaillent actuellement en heures supplémentaires, perdraient ainsi du pouvoir d'achat lors du passage de 39 heures. L'alinéa 3 de l'article 2, que le Front national souhaite supprimer à travers ces amendements, empêche ce mécanisme. Au contraire du Front national, nous protégeons le pouvoir d'achat des salariés. Enfin, nous devons revenir sur la durée minimale des 24 heures hebdomadaires. La lutte contre le temps partiel subi doit être totale. Il touche notamment et en grande majorité les femmes. Pourtant, le dispositif actuel fait passer ces personnes d'un temps partiel subi à un chômage subi. De nombreuses professions ne peuvent fonctionner avec ce seuil minimal. Je pense notamment aux porteurs de journaux, aux services à domicile. Alors certes, des dérogations ont été prévues, en particulier pour les étudiants. Cette disposition est symptomatique des problèmes de la France. Nous passons des lois dures, nous promulguons des lois dures qui excluent, et ensuite nous autorisons des dérogations. Cette mesure est d'autant plus inapplicable qu'elle a déjà été repoussée d'ailleurs par le gouvernement, mettant employeurs et salariés en insécurité juridique. La proposition contient d'autres mesures, moins clivantes, mais aussi importantes, sur lesquelles nous pouvons nous rejoindre. Nous devrions nous rejoindre. L'article 6 prévoit l'instauration d'un rescrit social. Certes, le gouvernement pourra légiférer en la matière par ordonnance. Toutefois, le rescrit que je propose, en plus d'être une proposition directement codifiée et adoptée par le Parlement, est plus large en matière du droit du travail. Il protégera ainsi plus efficacement les entreprises et améliorera les relations entre elles et l'inspection du travail. L'article 6 propose la simplification du bulletin de salaire en le limitant à 4 lignes. Cette mesure législative permettrait une meilleure lisibilité de la feuille de paie pour les salariés, la simplifiera pour les entreprises et pour les plus petites d'entre elles. Je rappelle simplement que le coût de la feuille de paie revient à 20 € par salarié par mois. Enfin, la proposition prévoit toute une série de mesures en faveur de la jeunesse à travers l'apprentissage et les stages. Les dispositions en faveur de l'apprentissage ne sont pas de nature financière. Il est fondamental de redonner confiance en cette filière de formation d'excellence et de réussite. Il convient ainsi de rapprocher le monde de l'enseignement et le monde éducatif en favorisant l'entrée en apprentissage dès l'âge de 14 ans sous statut scolaire, ou encore d'accentuer les possibilités pour les collectivités territoriales de recourir à l'apprentissage. En ce qui concerne les stages, une loi peut défaire une loi, même si elle a été prise il y a seulement quelques mois. C'est d'autant plus le cas si la loi en question met en danger la formation de notre jeunesse. Les mesures sur lesquelles je souhaite revenir sont néfastes pour l'offre de stage. Au final,
le nombre de stages subira la même baisse que les entrées en contrat d'apprentissage. Je vais prendre un seul exemple, la gratification. Au lieu d'être dans le répressif, je prône l'incitatif. En revenant à une gratification à 12,5% du SMIC, nous n'empêcherons pas les petites entreprises ou le milieu associatif de proposer des stages, mais en défiscalisant à hauteur de 80% du SMIC, nous incitons les entreprises à mieux gratifier les stagiaires. C'est ainsi que nous agissons en faveur de la jeunesse de France. En conclusion, je regrette que nous passions à côté d'un débat important pour l'avenir des Françaises et des Français. La situation est telle que nous devrions dépasser nos clivages. Nous ne pouvons rester figés sur nos certitudes et ce n'est que dans le dialogue que nous pourrons évoluer. À l'UNP, nous continuerons à travailler en ce sens afin de proposer une alternative sérieuse pour le redressement de la France. Je vous remercie.